Alors, bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver en ce début d'après-midi. On accueille Karine Morer et on va parler du fait de retrouver son intimité après la grossesse et l'enfantement. Alors, Karine, bon, t'es maman de quatre enfants, quand même, ça compte. Tu vas comprendre un peu ce dont on parle, ce qu'on raconte. Tu es l'auteur du livre La libération du plaisir féminin. Tu as créé l'oracle La vulve originelle. Et puis, ça fait de nombreuses années, en fait, que tu œuvres finalement dans l'intimité, dans cette résilience dans l'intimité, notamment aujourd'hui au travers de ce que tu appelles le toucher conscient, consentant, périnéal ou non, comme tu le dis si bien, et dans l'intégration du consentement vivant. Et moi, je suis vraiment contente de vous présenter Karine aujourd'hui, ou en tout cas que honorée que tu aies accepté de participer parce que j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Et puis surtout, ça a été mon accompagnante pendant ma deuxième grossesse, où je vivais des espèces de yo-yo émotionnels. Et tu m'as aussi accompagnée dans cette partie du postpartum à revenir dans mon intimité. Et je vous le partagerai après, mais ça a vraiment été pour moi un, un gros point de basculement. Voilà, bienvenue Karine. Bah écoute, merci. Je suis toujours honorée et touchée de pouvoir, déjà d'être avec toi, ça me touche parce que c'est vrai qu'on est amis, on Oui. se connaît. Et puis de pouvoir participer dans ce groupe, Une forêt de maman, ça me parle tellement. Donc ouais, je suis très contente d'être là, de pouvoir partager l'humble expérience qui m'anime en fait, qui est là en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter à ta présentation? Parce qu'on pourrait dire tellement de choses. J'ai regardé ton interview là, à ABC Talk, elle était trop bien. Mais en fait, on pourrait raconter tellement de choses. Je sais pas, j'ai synthétisé. Non, mais je pense que ce que tu as dit, c'est suffisant par rapport à l'espace où on veut aller aujourd'hui. Effectivement, je suis maman de quatre enfants. Peut-être on peut rajouter que j'ai quand même aussi vécu quatre avortements. Ouais. Voilà, deux médicamenteux et deux avec aspiration. Des fausses couches, j'ai vécu des fausses couches, des œufs clairs, une perte d'un jumeau à ma troisième grossesse. Donc oui, il y a beaucoup d'âmes qui me sont passées je dirais, par le ventre. Donc il y a de la chair et du sang qui s'est incarné, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas passées, qui sont restées de l'autre côté du miroir. Et voilà. Donc oui, je pense que non, c'est plutôt bien ce que tu as dit. En fait, j'adore quand quelqu'un me présente. C'est tellement bien. Ouais. Ben, je vous propose à celles qui nous regardent, même en replay, et puis nous deux, qu'on vienne prendre trois respirations, vraiment pour s'ancrer là dans le moment, dans le corps. Donc chacune à votre rythme, je vous invite à inspirer et vraiment à expirer, vous autoriser à relâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et à nouveau à prendre une inspiration. Et à l'expiration, vous autorisez à détendre les mâchoires, les épaules, les pieds, le périnée. Et à reprendre une dernière inspiration. Et puis même là, à l'expiration, si vous avez envie de laisser sortir un son. Ah. Bonjour, Bonjour. C'est le nouveau moi, c'est ça. ancré qui arrive. Alors, Karine, j'ai envie de commencer avec cette première question. Finalement, qu'est-ce que ça serait pour toi? C'est quoi la définition pour toi d'être dans son intimité ou de retrouver son intimité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est déjà la sentir. C'est déjà la sentir. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on veut dire dans intimité? Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses dans intimité. Ça me fait penser que je me suis souvent un peu disputée avec mon chéri ou avec d'autres facilitatrices ou de conscience de l'intime, justement, où moi, le mot intimité, c'est pas forcément quelque chose de sexuel. Mhm. Une intimité, pour moi, c'est émotionnel, c'est être capable de pouvoir créer un lien émotionnel, de se sentir entendu, comprise, accueillie dans l'état émotionnel où je suis, qu'il soit agréable ou pas. Alors qu'on a mis le mot intimité, très souvent une consonance finalement très sexuelle, on est dans l'intimité quand on est dans le sexe.
moi, je peux avoir de l'intimité sans sexe et avoir du sexe sans intimité. Ouais. Voilà. Donc déjà déjà c'est quoi l'intimité? En tout cas, chez moi, ça vient questionner cet espace-là. Euh, je sais pas, ça te fait quoi ce que je te dis en fait? Ben, moi, je trouve ça, merci de démarrer par ça, parce qu'en fait, quand je vais dans l'intimité de ma sexualité, que ça soit avec Marc ou seul, ça sonne pas du tout juste quand moi, je suis pas d'abord rentrée dans cette intimité émotionnelle avec moi, ou que tous les deux dans notre relation, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, Ouais, pour moi, le reste, c'est comme un déroulé de l'intimité qui s'exprime dans le quotidien, de la vie, tu vois. absolument. Et donc, du coup, moi, mon partenaire a besoin d'une intimité sexuelle pour rencontrer une intimité émotionnelle, Ouais. alors que moi, je suis à l'inverse. J'ai besoin d'une intimité émotionnelle pour pouvoir descendre dans une intimité sexuelle. Donc, quelquefois, ben, l'accord de nos violons n'a pas toujours été simple, ben, surtout en postpartum, parce que quand on accouche, en fait, on est vraiment dans un complexe ocytocine qui est quand même très fort, très intense, un nouveau fusionnement avec un bébé, donc il y a des émotions qui sont ressenties fois 10, des besoins non avoués, non avouables qui ressortent, qui n'étaient pas conscients avant et pendant la grossesse, mais qui après ce vide-là qui est créé tout d'un coup par l'absence de bébé ou le bébé qui sort, nous Ouais. permet de contacter un vide intérieur qui était là depuis longtemps, mais qui tout d'un coup, il prend une espèce de place importante. Donc, moi, j'ai fait 2 dépressions postpartum, donc en fait, j'étais pas du tout entendue hein, dans mon intimité émotionnelle. J'en ai énormément souffert sur 2 accouchements. Donc voilà, c'est pour moi comment te dire, cette intimité dont j'ai besoin, si tu veux, émotionnelle, elle est vraiment capitale. Et surtout, surtout, surtout après l'accouchement, d'autant plus. Mm. Ouais. Ouais, merci de parler de ça. C'est vrai, moi, je me rappelle de ces sensations-là de, tu sais, t'as ton ventre comme ça, et puis pouf, après, bon, t'as un bébé dans les bras, mais dans les contours du corps, le fait de retrouver même des sensations intérieures, c'est paf. Je sais pas si ça t'a pas déjà fait ça. Moi, tu sais, encore après, tu sais, tu sais, t'as le côlon qui passe par là, quand t'as un truc qui passe dans le ventre, il y a une nostalgie de la sensation, Mm. tu vois. Ah, il y a une crotte qui passe. Je suis désolée, mais je m'appelle un chat, tu me connais, je peux pas essayer de diluer un terme. Mais tout d'un coup, toi, tu sens un gaz ou un truc qui passe dans ton ventre et t'es là. Ah, mais oui, ça me faisait ça quand il était là. Tu vois, moi, Ouais, ça me c'est l'a fait il ça. n'y a pas très longtemps. J'ai 51 ans, j'ai accouché il y a 10 ans. Ça me le fait encore. Ouais. Ah Moi, ça me oui, l'a fait quand le moment où j'ai eu un gaz de me dire, tiens, la sensation entre le quatrième et le cinquième mois, quand je commence à sentir comme une petite bulle dans le ventre, et qu'en fait, c'est les prémices de quand je vais vraiment sentir ces mouvements. Oui. c'est ça. Eh ben, il y a une petite nostalgie, tu vois, ça me touche en t'en parlant là dans l'instant, parce qu'en fait, ben, je le contacte encore, tu vois, cette petite nostalgie du vivant, tu vois, d'incarner la vie en soi. Et c'est vrai que ce postpartum, bah écoute, quand la vie n'est plus à l'intérieur et qu'elle est dehors, je pense qu'on ne se rend pas compte. Il y a une sidération, je pense, à cet endroit-là, collective, du besoin vraiment viscéral, je parle bien de viscéral, Ouais. de contenir la femme, la mère, à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques, tu sais, avec les foulards, là où Les tu viens. rebozo, là. Ouais. Voilà, mais je trouve ça mais formidable. Les peuples premiers, ils avaient déjà tout compris. Il n'y a que nous qui n'avons rien compris en tant qu'occidentaux et tout d'un coup, il faudrait que on fasse l'amour 3 jours après l'accouchement, qu'on ait le point du père au niveau de l'épisio, Ouais. qu'on laisse le bébé à 2 mois enfin, je veux dire, à la garderie. Enfin, tu sais, moi, j'ai refusé tout ça, hein. J'ai refusé tout ça et j'avais l'impression d'être une extraterrestre. Mais ça m'a valu quand même 2 chutes hormonales avec un postpartum extrêmement compliqué et douloureux. Mm. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de m'être offert les Rebozo à la suite de mes 3 accouchements. Et vraiment, pour les 3, le premier, j'ai attendu trop longtemps. Ça a été à chaque fois un point de bascule de retrouver un petit peu mon pouvoir. En tout cas, ma capacité, tu vois, tu sais, de plus Les avoir l'impression contours. d'être submergée, puis t'as pas de prise, quoi, parce que tu Ça, sens il n'y a plus de pas contours en peur. fait. Ouais, c'est ça, C'est exactement. fou, hein. Moi, j'avais pas cette connaissance, tu vois. Donc, tu vois, je pense que à cette époque où j'ai accouché, même au quatrième, j'avais pas cette connaissance-là. C'est pour ça que c'est important ce que tu fais, ce que tu transmets. Plus il y a des femmes dites connectées à leur intimité émotionnelle, vibratoire, spirituelle,
vont être en connaissance d'elles-mêmes, plus elles vont le diffuser, plus les femmes vont savoir que le rebozo, ça existe, qu'il existe les doulas. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. J'ai fait ça, j'étais toute seule. Et puis le fait de pouvoir raconter son histoire aussi, Mm. d'enfantement ou d'accouchement, ça dépend comment ça s'est passé, c'est aussi tellement important. Et justement, toi, qu'est-ce qu'on a commencé à en parler un peu, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un postpartum pour commencer à revenir dans son intimité, qu'elle soit émotionnelle ou physique? De soi à soi d'abord, je veux dire, tu vois, de la femme entre elle et elle, quoi. Revenir dans la conscience corporelle. Euh, mais peut-être, tu vois, euh, venir peut-être aussi dans ce champ vibratoire, tu sais, parce que quand il y a, comment te dire, tu sais, quand tu as accouché, tu as ton ventre qui était quand même assez gros, ben déjà de commencer peut-être, tu vois, par un toucher conscient consentant, Hmm. ventral, de venir toucher, tu vois, ce ventre. Moi, je vois tellement de femmes qui ont accouché et qui ont toujours un énorme ventre, mais c'est parce qu'en fait, il y a une sidération qui est là, Hmm. comme s'il y a une nostalgie qui n'est pas goûtée. Donc déjà, de venir déjà remettre juste de l'amour sur ce ventre qui a accueilli cette déformation, peut-être des vergetures, peut-être une opération, peut-être plein de choses, peut-être des douleurs, de venir remettre de l'amour là-dessus, tu vois, de venir dans un toucher conscient, consentant, ne serait-ce que dans l'espace que ça avait pendant que bébé était là, tu vois, de venir juste poser ses mains comme ça, et puis d'attendre finalement que, eh bien, il y ait un appel de l'intérieur où finalement peut-être il y a un deuxième accouchement et un accouchement peut-être psychique de la mère, tu vois, d'accepter, en fait, ça peut venir par des pleurs, ça peut pleurer, cette nostalgie de ce ventre rond, cette nostalgie d'avoir été au centre du monde Hmm. pendant toute cette grossesse, mais c'est tellement jouissif d'être au centre du monde. Et puis, tu vois, de laisser les mains, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, une semaine, 15 jours, on s'en fiche, de prendre ce temps, de laisser finalement, je dirais, ce ventre psychique nostalgique, de rapetisser couche par couche, de prendre ce temps, jusqu'à venir, à un moment donné, peut-être venir toucher, tu vois, la matière Hmm. physique, la peau, faire un peau à peau avec nous-mêmes. Euh, voilà, moi, c'est comme ça que je pense que ça m'aurait fait du bien à cette époque-là, d'être considérée dans ce passage de la mer interne à la mer finalement qui est à la mer qui est à l'extérieur finalement, elle est la mer de quelque chose qui est à l'extérieur. C'était une mer de quelque chose qui était à l'intérieur. Tout d'un coup, bah, il y a un passage. Donc il y a un gros, pour moi, un deuil. Voilà, c'est le mot qui est juste, un deuil à faire. C'est ça, être en intimité avec soi et prendre soin de soi. Outre, enfin, avant même de faire ne serait-ce que des touchés, des matins, toi, ne serait-ce que d'investir le champ déjà et d'accueillir les émotions qui vont se présenter pendant toute cette rencontre qui peut prendre ben, un certain temps, qui est différent selon chaque femme, chaque mère. Mais avant d'être vraiment dans la rencontre physique, et après, bah, il y a le rebozo, bien évidemment. Et puis, comme tu l'as dit très justement, il y a le fait de pouvoir parler, d'avoir peut-être une doula, une sage-femme ou d'autres mères. Tu vois, dans les peuples premiers, les anciennes, les sages-femmes, c'était des femmes anciennes qui avaient l'expérience, qui avaient là l'oreille pour écouter, euh, euh, recevoir, pour accueillir ben, les désespoirs, les interrogations, les doutes de ces jeunes mères et de pouvoir ben, avoir des points d'appui tout simplement de la sagesse de nos ancêtres femmes. Ouais, et merci de parler de ce deuil parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez et c'est pour moi ça fait partie des trucs magnifiques qui est donné à la mission de la mère quoi. C'est qu'à un moment donné on est en fusion, on est ce portail et puis il va y avoir la séparation qu'on doit accompagner, enfin qu'on doit qu'on accompagne du mieux qu'on peut parce qu'on la vit nous aussi en même temps que l'enfant. Puis tout du long après où on va continuer à l'accompagner, c'est encore un peu ce même processus qui se rejoue. Et finalement, on est en train de vivre notre séparation originelle, quoi, de quand on était à la source. Enfin, c'est vraiment, c'est pas rien, quoi, quand on le dit, en fait, puis on le vit à tous les Et plans. couche par couche, comme tu le dis, ça continue toute la vie des enfants. Moi qui ai 3 enfants qui sont adultes et qui ont quitté le nid, c'est le cas de le dire, quand on dit quitter le nid, mais c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois qu'il y a des accouchements vibratoires comme ça, bon, j'ai cette chance de m'occuper énormément déjà de ma maman intérieure, de la femme intérieure que je suis, et puis plein d'archétypes. Mais en fait, je pleure.
Ouais. Je pleure, mais c'est une douleur amoureuse. Mm. Quand mes enfants me quittent, c'est comme une rupture amoureuse. Et je rentre dans le drame avec moi-même, hein. J'essaie d'éviter de leur faire porter le truc, mais je rentre vraiment dans le truc avec moi. J'accepte vraiment la mère qui est au désespoir, au désespoir. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est quoi la nouvelle étape? C'est quoi ce nouvel espace qu'on a en nous? Parce que ça laisse un vide. Qu'est-ce Mm. qu'on va mettre dans... Alors, les femmes qui ne se sont pas, les mères qui ne sont pas occupées d'elles ou qui n'ont pas pris soin de la femme intérieure, mais en fait, elles s'accrochent à leurs enfants, tu vois, et elles ne le font pas exprès. C'est pas de leur faute. Il ne s'agit pas ici de condamner. On n'est pas là pour condamner les mères qui font cela. Mais c'est comme s'il n'y avait pas eu cette ouverture possible de nourrir un autre espace de la femme. Et du coup, la transition, elle est difficile. Moi, à chaque fois, si tu veux, j'ai eu cette chance, chaque fois que j'ai un accouchement psychique, enfin physique, physiologique et à la fois psychique, ben, j'investis un peu plus intérieurement ma créativité, la femme que je suis, la femme puissante que je suis. Et c'est juste énorme, énorme. Ouais, ça, merci de le repréciser parce que c'est vrai que, et moi je l'ai beaucoup vécu aussi dans les accompagnements avec toi, à chaque fois qu'on traverse de l'autre côté, on vient rencontrer quelque chose qui nous met dans notre puissance et puis qui nous reconnecte à, je sais pas, comme des dons naturels ou des joyaux qu'on a qui étaient juste de l'autre côté, quoi. C'est Donc, ça. ouais, allons-y, traversons. Mais ça nécessite parfois aussi, c'est vrai, d'être un peu accompagné. Est-ce que tu m'autorises à partager l'expérience qu'on a Oui, ben vas-y, 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 vas-y. quand j'étais en postpartum pour Eliora, on avait une séance ensemble et puis tu me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, t'es en train de rentrer tout doucement dans une petite dépression aussi du postpartum. Et vraiment, à ce moment-là, tu m'as invité, tu sais, à revenir en contact physique avec le noyau fibreux, donc au niveau du périnée, Ah, ouais, entre le vagin et l'anus. Et ça a d'abord été un premier truc qui m'a vraiment permis de comme me rassembler, je sais pas le dire autrement, tu vois, genre hop, ça revenir à ce point d'ancrage. Et ensuite, tu m'as invité à ce que toute seule, je pratique un toucher vaginal, seule, voilà, quand je serai enfin, de revenir aussi de cette manière-là au travers du physique dans l'intimité. Et c'est ce que j'ai fait plus tard. Et moi, j'ai vécu une expérience absolument psychédélique. Je l'ai fait à un moment donné parce que c'est venu l'envie comme ça, tu vois, je sentais vraiment que le bas-ventre parlait et que progressivement je suis allée au contact de mon vagin et j'ai pleuré, j'ai été surprise par l'intensité de la vague émotionnelle qui m'a traversée et des pleurs et j'ai eu la sensation d'avoir donné la parole à mon vagin et à mes tissus. Et alors que cet accouchement-là, pour moi, cet enfantement-là, il s'était super bien passé, c'était physiologique, c'était en 5 heures, c'était génial. C'est comme si ça me permettait de comprendre, ah ouais, en fait, ça a quand même été hyper intense pour mes tissus. Et vraiment, c'est presque brutal, en fait. c'est ça. C'est ça, je comprends. Et c'était très drôle parce que ma psyché, elle n'avait pas du tout conscientisé ça, ou c'était pas ce que je retenais de l'expérience, alors que mon corps, si. Et à partir du moment où je suis rentrée là-dedans, où j'ai accepté ça, j'ai vécu autre chose. C'est-à-dire que je me suis vue, moi, donc j'étais à l'hôpital dans la baignoire en train d'accoucher, puis il y a un moment donné où ça devient vraiment la panique. Là, je commence à plus gérer. La douleur devient trop intense. Je sais plus quoi faire. Je sors de la baignoire, je vais sur le lit, etc. Donc là, on est au moment où j'enfante, hein, au moment de l'accouchement. Et à ce moment-là, j'entends une voix qui me dit, tu vas retourner dans le bain, tu vas le vider, tu vas vider l'eau chaude, tu vas mettre de l'eau froide, et tu vas retourner dans le bain avec l'eau froide, etc. Tu sais, des trucs qu'on dit normalement, c'est pas conseillé quand t'enfantes de faire baisser la température. Enfin bref. Et c'était une voix hyper calme et hyper claire, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a vraiment permis de revenir dans l'eau, de gérer la douleur, et en fait, c'était ce dont j'avais besoin pour passer un cap au niveau des sensations du froid. Et donc, au moment où je suis en train de faire le toucher vaginal et que je revois cette scène-là, je le dis, je m'entends le dire sur le canapé. Tu vois, c'est moi qui suis en train de me dire à moi-même, comme, tu vois, moi du futur, mais en fait dans le présent, qui suis en train de me dire à moi-même, tu vas faire ça. Et je l'ai vécu comme ça, et c'est là, tu vois, où j'ai eu cette autre compréhension de notre utérus, c'est qu'il est un portail de la vie et de la mort, mais il est aussi dans la cyclicité un portail qui nous relie dans l'espace-temps, enfin notre multidimensionnalité, quoi. Ah, mais toi, tu prêches une convaincue, hein. Ouais, Et, on ne se rend pas compte à quel point cet utérus est un portail où on rentre dans des multidimensionnalités. C'est la voie de l'incarnation. ouais, bah oui.
enfin voilà, moi j'ai cette sensation que c'est un portail qui peut faire passer des choses dans les deux sens d'ailleurs. Mais c'est ma croyance, je dis pas que j'ai raison, mais c'est vraiment ma croyance. C'est-à-dire que ça peut faire passer, comme c'est un portail qui est poussé comme des portes battantes en fait, hein. Ça peut faire aussi passer des âmes de l'autre côté. Ça les fait passer dans la vie, mais ça peut Bien sûr. faire passer des choses dans la mort de l'autre côté également. Donc, Ouais. c'est vraiment un portail, un vortex extrêmement puissant. Et quand on goûte à la puissance de l'utérus, en tout cas dans cet espace-là, quand je goûte cela, moi, avec certaines de mes accompagnées, on a l'impression d'être dans... C'est très difficile de décrire la sensation. C'est pas descriptible avec des mots humains, en C'est pour ça fait. que moi j'aime bien là, beaucoup la tradition amérindienne parce qu'il relie vraiment, tu sais, l'univers du rêve, le monde du rêve. Ils disent qu'on rêve depuis nos utérus, quoi. Et qu'on Ah, c'est crée le monde intéressant. en rêvant. Ouais, moi ça me fait vraiment penser à quelque chose comme ça aussi, c'est de rentrer dans cette ambiance bah, en lien avec l'inconscient, mais avec toute une symbolique et une autre dimension. Moi, je crois intimement que Dieu est une femme, hein. Mais en tout cas, oui, que ça soit un portail dans les deux sens, je pense que c'est pas pour rien que les sages-femmes à l'époque, il y en a de plus en plus aujourd'hui, elles s'occupaient aussi bien d'accompagner les mourants de ce passage-là que du passage de la vie, hein. Bien sûr. Puis comme tu l'as dit, tu as vécu des avortements, des fausses couches, de toutes les manières, d'un point de vue physique, c'est aussi un portail où on s'est Mais même quand tu accouches d'un expérimenté. enfant qui est vivant, quand on est un petit peu, moi, ça m'a sidéré la première fois qu'on m'a dit ça, mais je veux dire, c'est tellement logique. À partir du moment où tu mets tes enfants au monde, tu les condamnes à mort. Oui, c'est vrai. Mais pour la mère, c'est juste insupportable, ça. Mm. Mais c'est une réalité. À partir du moment où ils sortent de notre ventre, ils sont condamnés à mourir au bout d'un certain temps. Donc voilà, il y en a certains qui vont rester dans le ventre et qui vont passer alors qu'ils sont encore dans le ventre, puis il y en a d'autres qui vont sortir de notre utérus, vivre une vie terrestre et puis quand même partir. Parce que c'est ça, c'est, c'est, c'est le début et la fin en fait, notre utérus. C'est vraiment le début et la fin. Ouais. J'ai envie de t'amener vraiment sur le terrain du consentement, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ça? Parce que là, on a parlé de revenir dans l'intimité avec soi, donc, donc déjà peut-être de revenir dans son champ et puis de s'accueillir dans sa dimension émotionnelle en premier lieu. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait, je sais pas comment dire, euh, prendre conscience de son propre consentement? En tout cas, quand on va rentrer dans la relation avec l'autre, avec son partenaire, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi sur ça, sur retrouver une intimité physique avec le partenaire après le postpartum, enfin en postpartum, alors qu'il y a plein d'études qui montrent qu'au bout de 6 mois, il y a plein de femmes qui n'ont toujours pas à nouveau fait. Il y en a qui, pour qui ça prend 10 ans. Ouais. Puis il y en a qui Ouais. font ça au bout de 3 jours et c'est pas plus dans l'écoute de soi que. Je dirais que le consentement, c'est quelque chose pour moi qui doit déjà s'œuvrer avant. C'est dans, tu vois, c'est, c'est un espace, le consentement, qui est tellement inconnu, si tu veux, au niveau corporel. C'est-à-dire qu'on en a un concept intellectuel, mais très peu de champs. Toi qui as œuvré avec moi, qui est venu en présentiel, tu vois très bien qu'au niveau du consentement, dans le champ, ne serait-ce que dans le champ vibratoire de tes différents corps vibratoires et dans ton corps physique, on croit quelquefois être consentante, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on a des niveaux de sidération Ouais, qui sont hyper importants. Pour moi, c'est dans l'idéal. Il n'y en a aucun. Ça serait d'avoir commencé avant déjà et de revenir le plus possible, comme on peut, dans le corps. Sachant que bah, c'est pas toujours simple selon le niveau émotionnel qui va être développé en postpartum, tu vois, avec justement ces changements hormonaux, ces émotions qui où on fait le yo-yo, c'est difficile. En fait, on est un peu dans une espèce de, tu sais, de machine à laver quelquefois émotionnelle. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a certaines qui vont avoir besoin de faire l'amour très vite pour se sentir remplies à nouveau par la présence du partenaire. Moi, ça a été mon cas au troisième enfant, tu vois, où très rapidement j'ai fait l'amour parce que du coup, ben, j'avais quand même, enfin voilà, j'avais accouché pour moi d'un enfant sacré en fait, et j'avais besoin tout de suite de me remplir. Mais à ce moment-là, je n'en avais absolument pas conscience. ouais. Je m'étais pas dit, ah bah tiens, en fait, j'ai besoin de me remplir, alors on va faire l'amour rapidement. Non, non.
C'est-à-dire que j'en suis capable aujourd'hui de me rendre compte de ça, je suis capable de me rendre compte de ça. Mais à l'époque, rien du tout. Alors que pour les premiers, je me souviens, la deuxième, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais toujours pas de libido. Je me dis, putain, mais il se passe quoi là? Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. C'était pas le référentiel que j'avais. Donc tout de suite, je me suis chargée, comme j'étais sidérée à l'époque, mais j'étais pas consciente que j'étais sidérée. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de répondre à ta question, c'est que quelquefois on n'est pas en conscience de notre niveau de sidération et que, et que le consentement, quelquefois, ça va être très compliqué parce qu'en fait, bah, on n'est pas franchement consciente du niveau de sidération dans lequel on est. Et moi, du coup, bah, j'ai cru qu'il fallait que je me force à Hmm. faire l'amour au deuxième, au bout d'un mois. Parce que quand même, j'avais plus de libido, il fallait peut-être que je fasse un petit effort. J'avais aucune injonction de mon mari, hein. C'est moi, toute seule, comme une Ouais. grande, tu vois. Donc, les conseils que je pourrais donner, c'est qu'on fait déjà ce qu'on peut, avec les niveaux de sidération qu'on a, parce que franchement, le consentement et le libre arbitre, ça se fait par couche et on en trouve toute notre vie. Peut-être déjà, moi, ce que j'ai envie de dire dans ce que tu as partagé, c'est qu'à partir du moment où on a la sensation qu'il faut se forcer, c'est pas du consentement. Ce qui n'empêche qu'on peut quand même le faire, mais d'avoir cette conscience-là que si on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas besoin de se forcer, peut-être de se donner l'autorisation de rien forcer. Ben voilà, et voilà. Et il y en a qui vont se forcer, je pense en fait à ma version, moi, de 25 ans, tu vois. J'aurais été incapable d'entendre ce qu'on est en train de se dire. Ouais. J'aurais été incapable d'entendre, là. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Le consentement, mais c'est quoi ce truc-là? Ben évidemment que je suis consentante puisque c'est moi qui ouvre les jambes, Ouais. Merci de rappeler ça. tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont se croire qu'en fait, et il y a tellement un conditionnement et aussi un phoning, c'est-à-dire une suradaptation au fait de faire plaisir à l'autre. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un terrain miné, hein, tu vois, avec ta question. On est tellement sur un phoning, sur une suradaptation à vouloir faire plaisir à l'autre et puis à soi-même, et à se rassurer soi-même. Je suis encore une femme. On n'a pas l'impression de forcer. Hmm. Moi, il y a plein de Ouais, fois où j'ai pas eu mais l'impression de forcer. Et pourtant, l'élan, si tu veux, l'élan, j'ai forcé l'élan. hmm. Je me suis mis dans un pourquoi pas, alors que c'était à l'intérieur, tu vois, je me souviens, moi, m'avoir vécu des pénétrations où je sentais encore les points d'épisio, c'était hyper douloureux, quoi. Mais Ouais. c'était pas grave, serre les dents, Ouais, mais merci de partager que c'est un terrain miné parce que pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose qui touche au cœur de la maternité parce que ce qui se joue là dans l'intime avec nous, on va le rejouer à tous les autres niveaux, dans la relation avec notre enfant, avec notre partenaire. Au début de cette maternité-là, en fait, c'est ça sur lesquels on n'a pas la conscience et pourtant, c'est ça sur lesquels vraiment la vie nous invite au travers des difficultés qu'on va vivre dans ces débuts de maternité à venir apporter la présence, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment la croyance que j'en ai. Et après, tu vois, peut-être déjà ce qu'une femme pourrait se poser comme question, ou pas, je ne sais pas, mais c'est est-ce que je suis vraiment consentante? Mais au-delà de mon cerveau, déjà si j'ai mal, on va rester sur le corps physique, la douleur. Est-ce que j'ai mal? Mm. Euh, est-ce que j'ai les adducteurs serrés? Est-ce que mes mâchoires sont serrées? Est-ce que j'arrête de respirer? C'est des choses toutes simples, hein. Ouais. Est-ce que je me suis figée parce que du coup, je vois que l'autre, il a énormément envie, moi pas du tout. Je me suis figée. Est-ce que je sens que mon corps s'est figé? Tu vois, ce sont des petits indices, si tu veux, physiques qui doivent pouvoir indiquer aux femmes qu'elles rentrent dans un espace peut-être grise, de zone grise, qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire un espace qui n'est pas capable de nommer ni un oui ni un non, Mm. ou un espace de sidération où finalement, en fait, ce n'est plus en capacité. Mais Ouais. en fait, ça demande, souvent on part en sidération, on s'en est même pas rendu compte. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Mais merci de le rappeler aussi parce que tout à l'heure, on en a parlé avec les deux premières intervenantes qui avaient eu des césariennes et il y a beaucoup de culpabilité au fait de ne pas avoir pu nommer les choses et de rappeler qu'il y a des zones grises qui existent où à un moment donné, on est tellement pris dans quelque chose et qu'il y a une sidération qui arrive parce qu'on a peur de la mort, parce que pour tout un tas de raisons.
et qu'effectivement, c'est une zone où on n'a pas cette capacité-là. C'est ça qu'on oublie ou qu'on ne sait pas peut-être, qu'on ne sait pas. Oui, et il y a la mémoire émotionnelle et il y a la mémoire du corps, tu la nommais tout à l'heure toi-même, où finalement, bah, on peut, si tu veux, on va vivre des choses très fortes émotionnellement après le postpartum, là, mais il y a la mémoire du corps aussi, qui est différente pour moi du flot ocytocinique. Mm. La mémoire du corps, pour moi, c'est toujours le dernier wagon d'une certaine façon. Chez moi, ça a toujours été le dernier wagon, alors que j'aurais dû, si tu veux, peut-être pour ça que je travaille sur le consentement, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression de m'occuper du corps en dernier, comme si, tu vois, j'ai besoin de passer vraiment sur toutes les couches pour arriver sur le corps physique, alors que quelquefois, ça pourrait être bien, tu sais, ne serait-ce que de contenir la matière ou de d'écouter ce que dit la matière dans son nom, dans sa douleur, dans son intensité, pour pouvoir dire des noms qui pourraient se répercuter sur les autres couches. Enfin, je ne sais pas si tu vois un petit peu ma logique. Je ne sais pas s'il y a vraiment un sens qui soit meilleur que l'autre. L'idée, c'est déjà d'être en conscience et d'accepter aussi qu'on a le droit d'être en sidération Mm. et qu'on fait comme on peut avec notre histoire derrière. Parce que c'est ça, quand on accouche, c'est pas juste un utérus qui accouche, c'est toute une histoire de nous-mêmes, de nos aïeuls qui accouchent. C'est tout un terrain, en fait, toute l'histoire d'une eau, d'un bassin et qui peut être plus ou moins sidéré. Moi, je dis toujours que on naît d'une façon, on naît, le verbe naître, avec le niveau de sidération de nos parents. Ils peuvent pas, si tu veux, on ne peut pas être plus incarné vibratoirement, on ne peut pas être plus incarné que nos parents. Enfin, c'est logique. Moi, c'est Ouais. tellement logique, tu vois. Donc, selon le job que tu as fait entre ton enfance et ton niveau d'accouchement, tu penses bien que tu as des niveaux de sidération. Je conseille toujours d'avoir commencé quand même un petit peu à faire un peu de job sur soi et de travail corporel. C'est pour ça que les doulas existent, les sages-femmes, le yoga, les respirations, le breathwork. Enfin, il y a tellement de choses qui existent maintenant pour accompagner les femmes avant la maternité, pendant et après, tu vois. Mais oui, enfin, il y aurait tellement à dire là-dessus et à la fois, on fait comme on peut avec l'histoire qui nous anime, quoi, hein. Et toi, justement, qui as accompagné plein de femmes à revenir dans leur intimité, est-ce que tu peux partager qu'est-ce que tu observes que ça change dans la relation avec l'enfant? C'est-à-dire, ça peut être quand l'enfant est petit, mais peut-être même quand il a 20 ou 30 ans. Est-ce que tu as observé que ça peut changer quelque chose dans le lien avec l'enfant? Ah bah oui, bien sûr. Quand, par exemple, quand il y a des enfants qui sont pas nés, Mm. ils sont nés d'une certaine façon, mais ils sont pas nés encore sur une couche psychique. Souvent, il y a un cordon ombilical psychique qui relie encore le ventre maternel et l'enfant. Je te donne juste, par exemple, l'exemple de quand mon fils, mon aîné, a perdu sa virginité. Il devait avoir 14 ou 15 ans. La nuit où il a perdu sa virginité, moi, j'ai accouché toute la nuit, je ne savais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai eu des contractions. Je disais à mon mari, ah, ça va pas, j'accouche, j'accouche, j'accouche. Je ne comprends pas, j'ai pas mes règles, j'accouche, j'accouche. J'ai su après qu'il avait eu des rapports sexuels. Eh ben, j'ai compris en fait pourquoi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'accouchais, et lui, en fait, est-ce que c'est lui qui est sorti de moi ou est-ce que c'est moi qui l'ai expulsé? On ne sait pas qui c'est qui accouche, c'est un travail à deux. Tu Ouais. vois, je pense que quelquefois, il y a des enfants qui sortent de notre ventre et qui nous mettent à l'œuvre dans nos vies d'intérieur. Et inversement, il y a aussi des fois où c'est nous, en tant que mère, qui mettons dehors nos enfants et qui leur permettent de se verticaliser, de trouver leur autonomie. Parce que tant qu'on est dans ce rapport horizontal de mère-enfant, codépendance et tout machin, c'est très bien, on en a besoin, c'est comme ça qu'il survit l'enfant. Mais à un moment donné, si tu veux, on le maintient sous emprise, hein, sous emprise utérine. Et quand finalement ce cordon ombilical psychique est coupé, à ce moment-là, il y a une verticalité qui peut vraiment se vivre à la fois du côté de la mère et du côté de l'enfant. Donc moi, je vois vraiment des grands changements vibratoires en suivant chez les enfants, Mm. évidemment. Chez la mère qui, du coup, gagne en maturité de femme, Ouais. avec son propre âme à elle, parce que du coup, l'enfant qui sort de son ventre, c'est sa propre âme qui prend la place. Ça, je l'ai vécu avec toi, en témoigner aussi, que quand vraiment laissé sortir mes enfants dans l'empreinte énergétique, et c'est comme un accouchement énergétique de moi, de mon âme qui est intégrée de plus en plus.
On l'a vécu, ça, il me semble. Tu te souviens, dans la somatique financière, pourtant, on Ah s'y là, attendait c'était pas. là, c'était Marianne. Ouais. Ouais, il y en a eu deux qui ont vécu cela. Il y a deux personnes qui ont vécu des accouchements psychiques dans la somatique financière, parce que effectivement, oui, je fais toujours le lien dans le bassin avec l'argent, avec le fait de se mettre au monde qui, notre âme, et que souvent, bah voilà, on a besoin d'accoucher de nos enfants, là où on les a retenus, ou voire même notre propre âme n'a pas pu s'installer parce il y a des choses de nos propres parents qui ont investi notre propre énergie de vie. D'accord? Il y a des abus psychiques, des abus physiques, des violences, des silences, des mensonges. Et tout ça, ça prend de la place dans notre bassin. Et du coup, quand on accouche de tout cela, voire même des institutions, parce qu'il peut y avoir des institutions avec des cadres en particulier, à qui on a donné notre pouvoir créateur. Je nommerai aucune institution, ce n'est pas le moment, mais tu me comprends. Donc, quand on accouche de cela, eh bien, il y a notre âme qui, tout d'un coup, il y a un espace qui apprend, mais la vie n'aime pas le vide. Il y a tout de suite des vases communicants. Ça. Et l'âme s'incarne. Et ça crée, comme toi, ce que tu es en train de créer, des sommets extraordinaires, euh, des élans de créativité incroyables, des partages. Voilà, moi, je te vois accoucher avec ton âme, c'est juste phénoménal. Ouais, c'est vrai. Depuis ce week-end sur la somatique financière. Ouais, C'est c'est vrai. fou, c'est fou, c'est fou ce qui se passe. Et ça se fait pas au forceps. Non. Ah non, c'est vrai que dans la construction de ce sommet, j'étais en méditation et puis quand je suis sortie, je me suis dit, tiens, tu sais, comme, comme une idée. Puis j'étais tellement dans des énergies comme ça, tu sais, j'ai même pas réfléchi à ça demande beaucoup de travail ou telle chose. J'ai dit, ok, je vais demander à celle à qui je pense et tout s'est fait vraiment avec, créé depuis un espace que j'ai vraiment aimé et auquel quand je voyais que là, il y avait le mental qui revenait ou le forceps qui voulait. Je me suis vraiment là offert le luxe en fait de mettre pause, d'arrêter, de revenir au corps, de dire ok, bonjour la peur, bonjour le stress, tu vois. Et je crois que j'avais jamais encore trop fait ça à ce point-là. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti aussi de notre week-end sur la somatique. C'est comme un engagement encore plus fort vis-à-vis de moi. Je sais pas Mais c'est ça, comment un t'expliquer. engagement. Comme le bébé qui Ouais. s'engage, Ouais. en fait, on ne peut pas se soustraire de l'engagement. Mm. On ne peut pas se soustraire de l'engagement, que ce soit dans l'accouchement, que ce soit dans nos choix d'incarnation. Alors, il y en a qui vont rester, tu vois, tu as des gens qui vont rester, si tu veux, extrêmement dans une manifestation très spirituelle, très branchée, planquée au plafond, et c'est parfait. C'est comme si on venait finalement critiquer les âmes qui s'incarnent pendant juste un mois de grossesse et qui s'en vont. Chacun fait comme il peut. Mm. C'est le chemin d'incarnation, il nous en faut quelquefois un certain nombre pour vraiment descendre, en fait, hein, descendre dans. Voilà, il y a quelquefois beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi, pour retrouver ce fameux un, cette unité. Enfin, on cherche tout ça finalement dans notre vie, à retrouver ce un, cette unité. Mais le un, ce que je dis toujours, c'est pas dans les trous de nez, c'est pas dans le chakra 7, hein. Le un, il a toujours été en bas, hein, comme tu me disais tout à l'heure, noyau fibreux, mais il est là, le un. Ouais. Ouais, puis c'est ça qui est fou, c'est que c'est jamais fini en fait, parce que tu le C'est fais, un puis tu peux le millefeuille. refaire. Ouais, C'est un c'est ça. millefeuille existentiel incroyable. Et c'est ça qui donne l'élan finalement, la joie dans la vie. C'est ce mystère qui s'ouvre. En bas, pour moi, c'est la chambre au mystère. Et quand on ose descendre dans la chambre au mystère, en fait, on est dans la joie de découvrir cette humanité. Alors, c'est plus ou moins positif, on est bien d'accord, c'est plus ou moins positif pour le personnage. Mais la chambre au mystère, s'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de joie de la découverte ni de la création, hein. Ouais. On s'engage pas dans la vie s'il n'y a pas de mystère. L'enfant, par exemple, quand il vient à naître, moi je donne toujours cet exemple-là. Moi je me souviens, Elena, elle m'a tellement enseigné quand elle était bébé. Quand tu sais, ils sont assis, tu sais, dans leur. Ouais, j'ai jamais eu de parc avec des barreaux parce que j'ai toujours eu horreur de ça, mais elle avait un espace avec des espèces de machins. Là, on avait mis avec des ballons, des machins. Et quand il passe de la posture assise à se mettre à quatre pattes ou allongé pour ramper, qu'est-ce qui motive un enfant à se mettre à quatre pattes et Hmm. aller attraper la petite boule rouge qui est à côté du cube jaune qui est à 2 mètres de lui?
C'est le désir de faire un avec le mystère que représentent ces deux objets. C'est Ouais. mystérieux, c'est attractif, c'est pas ça, et puis c'est pas ils vont faire un avec la bouche. Mais du coup, tu vois, et moi je l'ai vu regarder, tu vois, et avoir ce, tu vois, ce désir, tu sens et puis ça anime tout le corps, ce désir de s'unir au mystère. Eh bien, je crois que bah, dans la vie, on est tous avec ça. S'il n'y a plus de mystère, en fait, il n'y a plus de vie. Ouais. Wow. Et j'ai envie de te poser une dernière question, peut-être pour les jeunes mamans. En tout cas, moi, je me la suis beaucoup posée, puis j'ai des pistes de réponses, mais je voudrais bien avoir ta représentation à toi. Quand on a un enfant qui est petit, et alors qui peut s'exprimer en non-verbal ou de plein de manières quand on y est attentif, mais en tout cas qui peut pas dire oui, qui peut pas dire non. Et puis parfois, dans notre rôle de parent, on a quand même aussi besoin de faire des choses, même quand on comprend qu'ils sont pas d'accord. Comment ça pourrait, ça serait quoi le consentement en fait? Tu vois, d'une maman à un enfant, comment ça s'exprime? Ben, ça va se co-réguler avec le niveau de consentement de la mère. Je veux dire, la mère, elle va projeter sur son enfant ses propres niveaux de consentement. Point. Ouais. Donc, si elle a zéro approche du consentement pour elle, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait grand-chose avec l'enfant. Si elle a commencé déjà à s'interroger, et moi j'ai été fascinée par exemple dans la crèche dans laquelle Elena a été, où il parlait aux enfants. J'avais jamais vu ça. Ils expliquaient. Alors tu vois, ça c'est la mémoire d'un tel qui vient d'arriver. Tout était expliqué. Voilà, Iléna. Attends, elle avait juste, je sais plus combien de mois. Voilà, Iléna, maman vient d'arriver, tout machin. Alors, tiens, tu vois, il y a telle maman qui vient. Ils expliquaient tout, tu vois. Et moi, j'étais là, mais j'étais nourrie. Mon enfant intérieur à qui on n'avait rien expliqué, en fait, était nourri. Comme si on considérait l'enfant comme un sujet et non pas comme un objet. Comment veux-tu qu'une mère qui se considère comme un objet puisse transférer sur un enfant un sujet? Ouais, bien sûr. Donc, j'ai pas de solution magique pour ça, hein. Tout Ah, va mais t'as dépendre dit un de là truc où elle en est, la très bien. mère, et Commencer d'interroger. par Et il y a nommer les aussi, choses. tu sais, il y a aussi l'instinct. Je pense qu'il y a aussi, moi, je me suis souvent accrochée à mon instinct animal. Parce que moi, je viens d'un espace où le consentement, c'était très compliqué. Forcément, je n'ouvrirais pas là-dedans si ça n'avait pas été aussi un terrain miné autant plus, plus, plus. On est bien d'accord. Mais il y a un espace auquel je peux vraiment me fier, c'est mon instinct animal. Mm. L'instinct de préservation de la vie. C'est-à-dire que quand j'en sens qu'une situation n'est pas écologique, que ce soit à l'école, que ce soit avec un camarade, que ce soit avec la maladie, moi je sens, vibratoirement, je sens quand un de mes enfants est malade. Je Mm. le sens. J'ai, vibratoirement, c'est comme si la louve intérieure, tu sais, les animaux, ils sentent la maladie, ils sentent les trucs, ils sentent quand c'est pas harmonieux, que ça va pas dans le sens de la vie, de la construction de la vie, c'est plutôt délétère, tu vois. Ils sentent ça. Moi, j'ai une louve intérieure. Alors là, je prends des décisions de temps en temps, c'est cric, crac, crac. Et mes enfants, par exemple, ils savent. Ils disent tout, ils se disent entre eux, parce que forcément, mes aînés, ils disent, de toute façon, maman, on peut compter sur elle, parce que quand ça devient vraiment louche, c'est un rouleau compresseur, rac, crac, crac. Tu vois, je prends des décisions et en très peu de temps, tu vois, est-ce que je respecte le consentement toujours? Non. Là, c'est la louve. Et la louve, en fait, on n'est pas en train de se poser la question, est-ce que mon enfant consent? Non, Mm. non, non. C'est un autre endroit. Là, c'est la mère qui protège son petit. Ouais. Et en général, je ne me suis jamais trompée. Quand j'ai protégé mes enfants à certains moments, après, ils sont venus me dire merci. Waouh, merci maman pour ce que tu as fait, la décision que tu as prise. Mais tu sais, c'est quelque chose de temps en temps où c'est ce fameux yang, Mm. ce fameux yang, où finalement l'intuition, donc le numéro 7 qui est par là, ou le 8, tu vois, descend directement au niveau du premier chakra. Tu sais, il n'y a même pas d'intermédiaire. Donc l'instinct est relié à l'intuition, ce qui fait qu'il y a une action comme un espèce de samouraï. Donc le yang est très ajusté et ça fait zig, 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 clac, oh, clac, 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 et c'est comme ça. Et ça, c'est très sécure pour les structures des enfants. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Quelquefois, bon, moi j'ai plusieurs générations d'enfants, hein. J'ai des 7 ans, j'ai 26 ans, j'ai 20 ans et j'ai 10 ans. Donc ils ne sont pas du tout construits de la même façon.
Mais il y a une chose où, quand je dis non d'un certain espace, quand on me dit pourquoi, il n'y a pas de pourquoi. Blanc, blanc. Et la psyché doit pouvoir s'appuyer, si tu veux, sur quelque chose qui est solide, un point d'appui qui tient la posture. Mm. Et j'ai des enfants qui sont extrêmement équilibrés. J'ai été dure pour les premiers, j'étais violente, je suis plus du tout au même endroit, mais il y a toujours eu cet instinct, si tu veux, où, clac, ça tient la posture. Et donc, comme ça tient la posture, ça peut trouver sa sécurité intérieure. Ouais. Donc, quelquefois, on ne va pas forcément dans le consentement de l'enfant. Exactement. C'était ça, moi, ma grande question à certains moments où je me dis, Eh ben oui, c'est une pour ça que la question louve, elle est très de importante chez l'enfant. sécurité, en fait. Ouais. Il y a un Mais moment donné, ça doit être autorité. En fait, tu ne dois pas faire preuve d'autoritarisme ou de laxisme. D'ailleurs, dès qu'il y a isme, c'est qu'il y a un problème. Ni d'autoritarisme, ni de laxisme. C'est que tu dois vraiment incarner vraiment une autorité intérieure qui est alignée. Et les enfants le sentent. ouais. Moi, ma fille, elle le sent quand c'est vaseux chez moi, que je vais lui dire un nom qui n'est pas du tout ajusté. Mais elle le sent, mais tout de suite. Mm. Oui. Oui, oui, ils sentent très bien ce genre de choses, les enfants. Tout à fait, c'est vrai. Ah, mais c'est des lasers. Ouais. Par contre, elle sent, quand je dis un nom et que c'est ajusté, que chez moi, ça ne bouge pas, que c'est ancré dans quelque chose qui est ancré, mais c'est hyper sécure pour elle. Mm. Elle sait qu'elle a besoin d'entendre cette sécurité en moi pour pouvoir elle-même la goûter chez elle. C'est comme ça que ça se construit. Et de temps en temps, bah, il y a des moments où on ne peut pas respecter tout le temps le consentement de l'enfant. S'il veut marcher seul dans la rue, hein, et puis qu'il y a des camions qui passent à côté et qui veulent te lâcher la main, excuse-moi, tu vas pas lui lâcher la main. Tu vas pas lui dire, oh mon chéri, je vais pas respecter ta zone de consentement. C'est non, tu me donnes la main, on la lâchera plus tard, là c'est dangereux. Mais tu vois, dans ce que tu illustres, moi, c'est exactement ce qui s'était passé avec ma fille et où je m'étais demandé après, mais quand même, j'avais fait une prise de pouvoir sur elle, tu vois, parce que c'était non, puis elle comprenait pas et tout, puis j'ai fini par la prendre et vraiment par la plaquer, mais parce que j'ai eu très peur à un moment où une voiture est passée. Bon, ça s'est Et reproduit. c'est OK. Ouais, et c'est complètement ok, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, en tout cas, l'espace où j'ai trouvé que c'était ok, c'est que, en fait, là, je me suis sentie dans mon impuissance et dans la peur et j'ai agi et j'ai vraiment senti le truc en moi qui veut, je vais passer par la force parce qu'en fait, c'est obligé, tu vois. C'est ça Mais qui. évidemment que c'est obligé, c'est de la préservation de la vie, c'est Bien du bon sûr. sens animal. Mais il y a d'autres fois où j'arrive, tu vois, où quand même, on est des humains où parfois, bon, mais c'est ni mieux ni moins bien d'ailleurs, mais où j'arrive à le dire depuis un espace qui est en sécurité en même temps que moi, à l'intérieur de moi. Mais Tu bien vois, c'est sûr, hyper différent. mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on est des êtres humains qui sont animés, c'est-à-dire que quand ton système reptilien a vu les voitures égale danger, excuse-moi, tu n'as pas le temps de te mettre dans une posture alignée, c'est Ouais. action-réaction. Il Et ne faut oui. pas non plus se culpabiliser la nouille. Alors moi, je suis quelqu'un qui me fout une paix royale sur toutes les injonctions de quel genre de mère je devrais être. Alors là, par contre, non, 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 non. J'ai réagi comme ça, mais j'ai fait des choses contre la volonté de mes enfants, même grands. Et j'ai expliqué, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je l'ai fait, et ça a été fait, et tu vois, et il disait, oui, mais je t'avais dit de ne pas le faire, et tout le machin, et tout le bidule. J'entends que tu me dis, tu voulais pas que je le fasse, mais je l'ai fait quand même. Et là, je vois les répercussions positives de mon action. Ouais, ouais. Je vois aujourd'hui les répercussions positives de mon action. C'est-à-dire que si j'avais toujours été dans le truc, petit truc confort et tout machin, c'est-à-dire que c'est une question de dosage. Ça me fait penser au live qu'on avait avec Nadège Fassi qui racontait un peu, tu sais, se reconnecter aux sagesses ancestrales, quoi, pour revenir dans sa maternité. Elle disait, mais les mères en Afrique, elles se posent pas autant de questions. C'est juste, Mais elles sont bien dans sûr que le non, corps et puis est-ce que pour elles, ça, c'est juste ou pas? Puis si oui, bah c'est tout, en fait. Voilà. mais bien sûr, mais bien sûr. Tu vois, Iléna, par exemple, tu vois, je ne serai pas plus tard que tout à l'heure, Iléna, je l'ai testé, tu sais, avec un autotest. Oui. J'ai déjà commencé à la travailler hier en faisant l'autotest à son père. Lésion totale. Mais quand je dis totale, mais je dis lésion totale. Vomissement ce matin. Ah oui, non, mais Silena, elle est comme ça, hein. C'est phobique du sang, phobique des piqûres, phobique des machins. Enfin, tout ça. Voilà, elle a vécu des choses un peu compliquées à l'hôpital quand elle était plus petite. Donc, du coup, c'est en croix.
Et ce matin, je redescends avec mon truc. Je redescends avec mon truc. Elle me voit arriver. Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas te tester? Je dis oui, oui. Alors et puis du coup, je lui présente le truc. Je dis ben voilà, maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse te tester. Et là, elle rentre en lésion émotionnelle. Je lui dis écoute, il est là. Donc, je suis restée, mais vraiment comme ça. Je comprends que tu aies peur, c'est normal. Mais moi, j'ai totalement confiance que ce que je vais te proposer, ça va pas te faire mal du tout, rien du tout. Elle me dit, attends, laisse-moi le temps. Alors, elle est courue partout, elle me dit, laisse-moi le temps. Tu vois, toujours quand je te dis que dans le consentement, il faut du temps, qu'elle se fasse à l'idée. Donc, elle s'est préparée, on a respiré ensemble. Et alors, du coup, ce qu'on a fait, parce que j'aurais très bien pu la forcer et puis la piquer, on est bien d'accord, à la bourrine. L'ancienne version de moi aurait fait ça, version 30 ans. Version 51 ans avec un petit peu de bouteille, on était allé prendre un stylo à billes et alors elle a fait pique comme ça sur son doigt avec une intensité et elle me l'a fait de la même façon. Elle me dit, est-ce que ça va faire mal comme ça? Mais je dis, mais non, ça fait mal. Ça fera beaucoup moins mal que ça. Ah d'accord. Alors on s'est installés toutes les deux sur le canapé, puis elle me dit, toi, je vais mettre la télé. Donc elle essayait de contenir son système nerveux, puis moi, je ne bougeais pas, tu vois. J'étais tranquille, j'attendais que ça se prépare, tu vois. Et finalement, je lui ai fait le truc. Elle n'a rien senti, évidemment. Par contre, ce qui l'a le plus gêné, c'est que je presse après. C'est pour ça. Et voilà pour moi le consentement. Ouais. C'est comment on prend le temps, on écoute l'espace de l'autre, on négocie avec son système nerveux qui est complètement affolé et qui a sa raison d'être, parce qu'il y a une mémoire derrière, mais on n'y va pas au forceps. On prend le temps que l'autre s'ajuste sur moi, mon système nerveux qui était complètement régulé. Et elle s'est mise à co-réguler avec moi. Et quand elle a eu fini, on s'est regardé et je lui ai dit, tu fais te faire de toi. Elle me dit, ah ouais. Et on s'est regardé, mais tu vois, c'était comme si on avait traversé un truc. Ça peut paraître anodin, tu vois, mais on a traversé une montagne pour elle. Une montagne. Et ça s'est fait, vous voyez, tranquillement, on a pris le temps et ça s'est fait. Et elle est super fière d'elle. Ça, c'est une grande victoire. Et pour moi, le consentement, le parent, il doit être là vraiment comme point d'appui. Quand il s'agit de la santé d'un enfant, euh, euh, on n'a pas il faut pouvoir avancer en prenant en compte de ces niveaux de résistance, comme dans un toucher conscient consentant, qu'il soit périnéal ou pas. Waouh, merci pour cette histoire, elle est magnifique. Mhm. C'était ce matin, c'était tout à l'heure, c'est pour ça que je te la raconte, hein. Est-ce que tu as pris ton jeu de cartes? Oh, oui, 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 je dois l'avoir par là. Tu nous fais un Il est tirage? juste à côté. Rassure-toi, Vas-y. il est juste là, il est dans mon sac. Le voilà. Tu veux qu'on en tire une? Bah Ou tu ouais. te présentes? Non, vas-y, tu nous fais un petit tirage pour... Je le présente. Voilà. Donc, ce magnifique oracle de la vulve originelle qui a été fait à partir de 55 selfies de vulves de femmes auxquelles eh bien, j'ai introjecté, j'ai canalisé, je me suis laissé sentir, ça y est, elle vient de sortir, c'est celle-là, un animal de pouvoir. Donc, j'ai confectionné toutes les cartes, j'ai écrit également, oh, c'est beau, oh, c'est magnifique. Donc, le livret qui va avec, ah ouais, j'aime beaucoup, hein, c'est très fort ce qui va sortir. Vous êtes prête Oui! pour ce sommet? Pour ce sommet des femmes forêts, c'est ça, hein, femmes forêts, une forêt de maman. Ouais, une forêt de maman. C'est les Ouais, mamas ouais, c'est tu femmes veux. forêt, c'est pareil. Ouais, c'est Nous pareil. avons vulve baleine. Mmh. Alors, j'essaie, je sais pas si on la voit bien, s'il n'y a pas trop de. Si, on voit, ouais. Si, si, on voit. Donc, je vais vous lire le. Donc, c'est une vulve marine. Alors, c'est la première, évidemment. Vulve baleine est la mère gardienne de la sagesse ancestrale. On est complètement dedans, hein. Ah, non, Elle tiens. est en contact avec toutes les mémoires du monde. Elle vogue avec aisance dans tous les courants terrestres et dans les courants cosmiques. Mmh. Face à elle, l'ego de ta vulve se dissout dans la présence amoureuse. Il n'y a rien à faire, juste à laisser fondre ses contours avec bienveillance
pour qu'elle retrouve son paysage d'origine. Vulve baleine est cette mère nourricière qui nous a souvent tant manqué durant notre enfance. Elle regonfle les tissus asséchés de ta vulve pour lui rendre sa générosité initiale. Sa Comment es-tu prête à utiliser et à manifester cette source infinie d'amour présente en ta vulve sur notre planète Terre? Rituel. Mets-toi debout, les jambes écartées et sans culotte de préférence. Pose la carte vulve baleine entre tes jambes. Elle va créer le lien entre la Terre et ton antre sacré. Imagine que Gaïa, la mère Gaïa, observe de son œil bienveillant les contours, la forme, la couleur de ta vulve. Vulve baleine t'accompagne avec bienveillance. Laisse-toi la possibilité d'être pénétré par son regard de mère, terre. Lorsqu'il se pose sur ton intimité, elle te reconnaît comme faisant partie d'elle. Par télépathie, elle t'offre la vision d'un paysage magique et luxuriant, peut-être une forêt. Ta vulve originelle n'est rien d'autre que le prolongement de ce paysage. Prends un miroir et observe le paysage qui se découvre entre tes jambes. Il n'y a aucune différence entre la beauté de ta vulve et un paysage de la planète Terre. Ma vulve est le prolongement de la luxuriance de la Terre. J'accueille le paysage unique que m'offre ma vulve. Refuser ou pas le lien entre ma vulve et la Terre n'est plus un enjeu, c'est libre d'être. Waouh! Voilà, hein, on est bien chaussés là maintenant. Voilà. Ouais, c'était la carte parfaite. Ah oui, oui, celle-là, oui, on ne pouvait pas tomber mieux, hein. Vraiment, je la remontre. Hmm. Hmm. Ce que j'ai pas dit, c'est que si des femmes veulent se faire accompagner par toi ou poursuivre leur chemin avec toi, tu proposes des accompagnements, tu as des accompagnements individuels, tu en as aussi des collectifs, non? Ouais, je vais avoir des classes sur la somatique financière qui s'ouvrent en septembre, novembre. Je vais ouvrir l'école de consentement conscient et vivant pour les professionnels du soin et de l'accompagnement. J'ai une première cohorte qui va démarrer en janvier avec plusieurs niveaux. Mhm. Donc tout ça, ça va être mis sur mon site internet. Et puis oui, j'ai des accompagnements en individuel, des accompagnements collectifs. En ce moment, j'ai un groupe de femmes sur le sacre du vivant. J'ai le Move Love également, celles qui veulent découvrir ce que c'est que le Move Love. Bah, c'est ce qui est sorti il y a très peu de temps après la somatique Ok. financière qu'on a vécue ensemble. À chaque groupe, je vis des enfantements personnels. Vous accouchez, mais moi aussi. Voilà. Et donc, le Move Love, c'est super. C'est tous les jeudis à 12h30. C'est 20 euros la session, où il y a aussi un type d'abonnement. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment un très beau moyen de revenir dans le corps, dans cette lenteur et dans cette conscience de justement de ces états de sidération ou pas, et juste de goûter au plaisir de vraiment être là dans le corps. Être avec, ouais. Juste Ouais. être avec. Ce midi, on a œuvré sur le péricarde, sur le cœur, avec des mouvements d'ouverture, de la cage thoracique. Voilà, vraiment venir œuvrer. C'est la cage thoracique, hein, tout ça, avec les dorsales qui renferment le cœur. La semaine dernière, on est venu faire du move love dans l'occiput. Alors bon, c'est la première fois que je faisais du move love dans l'occiput. On a fait également le psoas iliaque, on a fait le sacrum. En fait, on peut faire du move love avec beaucoup d'espace. Et il y a toujours un début de toucher conscient consentant périnéal. Enfin, toucher conscient consentant, qu'il soit périnéal ou pas. Parce que là, on en a fait vraiment au niveau du cœur, de sentir tous ces espaces-là. C'est important de respecter notre rythme. Ouais, merci de proposer ça, ces espaces aux femmes pour qu'on puisse bah, justement expérimenter ça, revenir dans notre corps, dans notre présence, sentir qu'est-ce que c'est que notre consentement, comment il est vivant. Mais c'est ça, c'est comment il est vivant dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Karine, avant qu'on clôture? Ben écoute, faites du mieux que vous pouvez, ça sera déjà pas mal.
Voilà. Et il n'y a pas de meilleure version de vous-même. Voilà, c'est bien de s'interroger, mais s'interroger trop, quelquefois, c'est torturant. Et il y a une version souvent chez nous qui a besoin. Moi, ça a été une énorme révolution quand j'ai arrêté de chercher une meilleure version de moi-même. Mm. Je me suis foutue une paix royale et honnêtement, c'est vraiment génial. Et ça, c'est le cœur qui permet cela, hein, l'amour. Oui. Voilà. Merci, Karine. Si, ciao, ciao.